Les Suédois sont installés sur les territoires baltiques de Novgorod depuis l'âge scandinave dit de Wendel. Avec intelligence et force tactique, ils créent de petites colonies, profitant d'une frontière aussi poreuse que vaste entre les mondes baltiques, finno-ougriens et slaves. En 655, c'est le fameux roi de Suède Ivar Vidfamne qui impose sa domination sur la Norvège, la Northumbrie britannique et le Gardariki. C'est ce territoire du Gardariki qui deviendra au siècle suivant le royaume de Novgorod. En 655, en Grande-Bretagne, nous sommes après la période arthurienne. La Grande-Bretagne est sortie de ses âges sombres, notamment à partir de 595 avec la mission grégorienne d'évangélisation des royaumes anglo-saxons. En France débute la période des rois fainéants, avec les fils du dernier grand roi mérovingien Dagobert. Sigebert III règne sur l'Austrasie et Clovis II sur la Neustrie et la Bourgogne. Après Ivar Vidfamne, c'est au tour du Suédois Radbard de prendre la couronne du Gardariki. Radbard est l'époux de Aude, la fille d'Ivar, qui le prend en deuxième noces alors qu'elle a déjà un garçon du roi du Danemark et de la Sealand, Rorik Slingedon. Nous savons que Rorik Slingedon est le grand-père d'Hamlet et l'ancêtre du fameux Ragnar Lodbrok. Voir la première partie de la vidéo de la saga normande dédiée à la légende d'Hamlet, petit-fils de Rorik et cousin de Ragnar Lodbrok. Rorik Slingedon est tué par son beau-père et Aude se réfugie au Gardariki avec son petit garçon où elle épouse Radbard. Ce petit garçon n'est autre que le futur grand Harald Hildetand. Le petit garçon est aimé de son beau-père et il sera éduqué à la varègue. Tandis qu'en Francie, la dynastie mérovingienne laisse place à la dynastie carolingienne, Harald Hildetand se constituera un immense territoire. Il sera roi de Suède, roi de Norvège, roi du nord de l'Allemagne, roi de la Northumbrie et roi du Gardariki. Faisant mieux que son grand-père Ivar Vidfamne, il luttera avec succès contre les Danois, les Slaves polianes de la future Russe de Kiev et entretiendra des contacts avec les Byzantins. Harald Hildetand assistera à la constitution de l'Empire de Charlemagne car il meurt vers 804. Et c'est un certain Godfrid qui se déclarera roi du Danemark. Godfrid sera un farouche opposant à Charlemagne pour la suprématie des ports allemands de la Baltique. Ce Godfrid-là est le père de Horik Ier. Les fils de Harald Hildetand disputeront le trône du Danemark à la maison de Godfrid. Parmi eux, on peut citer Harald Klak, qui se mettra sous la protection de Charlemagne, lequel l'accueille à sa cour. Charlemagne le placera à Dorestad, comme comte de la Frise, chargé de défendre l'Empire contre les incursions danoises. Harald Klak poursuivra sa collaboration avec le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, puis, après Louis le Pieux, avec le fils de celui-ci, Lothaire Ier. Harald Klak mourra honorablement en 852 sous le règne de Lothaire Ier. Il aura servi 3 empereurs carolingiens.
Dans la théorie danoise de l'origine des tsars, Rjurik, le premier d'entre eux, serait le frère ou le cousin d'Harald Klak. Nous avons traité de Harald Klak dans la vidéo sur les raids vikings à 11 minutes et 47 secondes. Le lien est dans la description. Nous savons que Harald Klak était un vassal de Charlemagne, puis de son fils Louis le Pieux, et ensuite de son petit-fils Lothaire Ier. Nous savons qu'il était utilisé par le pouvoir impérial carolingien pour être en opposition avec le roi danois Auric Ier et tenter d'évangéliser le Danemark. Rappelons ici que d'aucuns n'hésitent pas à assimiler l'adversaire des Carolingiens, le roi Auric Ier, au légendaire Ragnar Lodbrok. C'est dans ce contexte qu'évolue notre Rjurik, entre Suède, Frise, Jutland et Gardariki. Il faut donc situer Rjurik dans la première moitié de l'âge des Vikings, âge, nous l'avons vu dans la saga normande, qui s'étale entre 750 et 1066. Plus exactement, les activités de Rjurik sont à situer entre 793 et 879. Dans cette théorie danoise, ô combien séduisante, on le considère alors comme originaire du Jutland. On l'appelle tout aussi bien Rjurik de Frise, en référence à sa parentalité avec Harald Klak, le comte de Dorestad. Rjurik est, comme tous les Varegs, attiré vers les steppes d'Europe de l'Est et au-delà, vers le richissime et prestigieux empire gréco-romain de Byzance. Alors que le tout premier raid viking en terre continentale d'Europe se perd en 753 par des Varegs, très vite, une première colonie s'installe sur place, en lieu et place de ce qui deviendra quelques siècles plus tard la ville de Saint-Pétersbourg. 63 ans plus tard, en 859, bénéficiant des querelles incessantes entre locaux baltes, slaves et finno-ougriens, les performances varegs aboutiront à la fondation d'une colonie à Novgorod. Le nom de Rjurik n'est mentionné pour la première fois qu'en 845, lors d'attaques de la Frise, ainsi que d'autres villes du Rhin, par des groupes de pillards vikings. Rjurik aurait fait partie de ces pillards. Les annales carolingiennes mentionnent un certain Rjurik qui aurait reçu de la part de l'empereur Lothaire Ier une concession sur la ville de Dorestad en contrepartie de se mettre en rempart contre les pillages et de sa conversion au christianisme. Il semblerait qu'il ait accepté ces conditions. En ce sens, il aurait sans doute été influencé par son cousin Harald Klak, le Comes Frisae. Jusqu'en 852, les deux cousins contribuent activement à la défense impériale en repoussant les vagues successives des pillards danois. Puis, en 855, alors que son cousin Harald Klak est décédé depuis 3 ans, les obligés des Carolingiens montent une expédition hasardeuse au Danemark, dans la guerre de succession qui s'est déclenchée à la mort du roi Auric Ier. Cette expédition est un fiasco, et on pense que Rjurik quitte définitivement ses attaches carolingiennes pour un destin plus glorieux en terre slave. Il existe dans les annales carolingiennes une note de 882 concernant le don de la Frise à un certain Godefrid, ce qui laisse supposer à cette date la mort ou pour le moins l'absence de Rjurik en terre impériale. Dans la théorie suédoise, Rjurik de Novgorod est lié au Danois Erik Emudarsson, roi de Uppsala en Suède. Un skald irlandais, un poète, Snorri Sturluson, que nous avons déjà cité comme source dans la saga normande, vante ses nombreux voyages en Estland, Courland, Finlande et Osterland, où il eut de nombreuses terres. L'Osterland était un nom fréquemment utilisé par les Scandinaves pour définir les terres à l'est de la Baltique, en Russie actuelle. Une théorie prusso-balte fut avancée par Gerbenstein, ambassadeur de l'Autriche en Moscovie au XVIe siècle. Il nota que certains peuples de la Baltique, appelés Vénèdes par leurs voisins germaniques et scandinaves, se qualifiaient eux-mêmes de Vagres. Il avança que les Slaves de l'époque auraient plus facilement accepté d'être régis par un Vagre, plus proche linguistiquement et culturellement d'eux, que par un Vareg. Cette théorie fut également défendue par Lomonosov qui nota que les Slaves appelaient Russes
leurs voisins Prusses. À cette occasion, Lomonosov évoque un Rjurik issu du Niémen, la terre prussienne. Cette théorie est également reprise par l'histoire de Kazan, dont l'authenticité est incertaine. Les Novgorodiens imprudents firent appel à un kniaz des terres prusses et lui offrirent leurs terres pour qu'il les dirige. Enfin, une théorie finno-slave présente un Rjurik Vareg, fils d'un père inconnu régnant sur quelques terres en Finlande. Son seul lien avec le Rjurik de Novgorod est son mariage possible avec Humila, la fille de Gostomils, un personnage peu ou prou lié à Rjurik. Notons bien qu'aucune de ces 4 théories ne fait mention des hypothétiques frères de Rjurik, Cinéus et Trouvor. Selon certaines théories, ils auraient été des compagnons d'armes plutôt que ses frères au sens biologique. En tout état de cause, les circonstances et l'arrivée de Rjurik au pouvoir ne sont pas précisément connues. Il est vraisemblable que Rjurik arrive au Gardariki en 855, après son échec de la prise du pouvoir au Danemark lors de la guerre de succession du roi danois Auric Ier. Il transite par la Suède, puis il rejoint les colonies Vareg du Gardariki. Il est accompagné par 2 compagnons d'armes que l'on présente comme ses frères, Cinéus et Trouvor. Sur place, il doit faire preuve de diplomatie, et sûrement qu'il contracte une alliance matrimoniale en épousant une fille d'un roitelet local, Vareg ou finnois. De même, il cherche des appuis auprès des chefs Vareg locaux. C'est ainsi qu'il noue des contacts avec les Vareg, Askold et Dir. Ceux-ci lui proposent d'unir leurs forces pour mener un raid sur Constantinople. La coalition Vareg, montée sur leur drakkar, descend les fleuves en direction du sud. Ils traversent le territoire des Polianes et arrivent devant Kiev. Ils en font le siège et après avoir pris la ville, ils décident d'y rester. L'hiver passe. Au coin du feu, au cours des banquets et des beuveries, les nouveaux maîtres de Kiev vantent les mérites de leurs cousins danois en terre impériale franque, qui ont attaqué avec succès la prestigieuse ville de Paris. Ivres de bière, sûrs de leur force et voulant obtenir une place de choix dans le Valhalla, ils décident d'en faire autant avec la capitale impériale byzantine. C'est donc pour s'honorer d'un prestige égal à leurs lointains cousins danois que l'année suivante, en 860, ils décident de faire un raid sur Constantinople. L'accès à Constantinople leur est facile. Il suffit de descendre le Dniepr, puis de traverser la mer Noire pour aller accoster dans la banlieue nord de la capitale byzantine. C'est la première fois que les Byzantins ont maille à partir avec les Vikings. Jusqu'à présent, ils n'avaient que 2 ennemis à gérer, les Khazars et les Arabes abbassides. Voilà qu'un nouvel ennemi se déclare à eux. Les Varegs se présentent devant Constantinople au printemps 860. C'est une véritable surprise pour les Byzantins qui ne s'attendaient pas à un tel affront. Les Vikings en profitent et font de sérieux dégâts, mais ils ne parviennent pas à s'emparer de la totalité de la ville. Ils en font donc le siège et demandent une rançon pour le lever, ce que le Basileus fera. Les Varegs peuvent ensuite s'en retourner dans leur territoire. Askold et Dir s'arrêtent dans leur capitale, Kiev, tandis que Rjurik continue sa route vers les terres du Gargariki. Par la suite, selon les chroniques anciennes, ils sont, avec ses frères Cinéus et Trouvor, appelés à régner sur Novgorod et ses villes vassales. Staria, Ladoga, sur le territoire des Slovènes fondé en 753 lors du premier raid Vareg. Izborsk, forteresse à proximité du lac de Pskov, sur le territoire des Krivitch, et Beluzero, littéralement lac blanc, sur le territoire des Mériens. Par une assemblée de chefs de tribus slaves désirant recourir à un chef suprême qui fut vierge de toutes les rancunes
que les différentes familles se vouaient les unes aux autres, et admiratifs devant les savoirs des Vikings dans les domaines militaires et scientifiques. Ceci se passe en 862. Dans un extrait de la Chronique des temps passés, on apprend que cette année-là, une confédération de 3 grandes formations tribales de la ceinture forestière de la plaine d'Europe de l'Est a fait appel à un étranger. Cet événement est nommé l'appel aux Varegs. Les 3 tribus qui lancent cet appel sont les Slovènes, les Krivichs et les Mériens. Il s'agit de nommer un chef neutre pour gouverner ces tribus qui depuis trop longtemps se font la guerre. Ils firent donc appel au chef des Varegs, Riurik, et à ses frères Cineus et Trovor. Riurik s'établit à Ladoga, tandis que le deuxième alla à Beluzero et le troisième à Isborgs. L'idée de faire appel à un dirigeant étranger n'est pas choquant pour l'époque. Cependant, cette version a été remise en cause par de nombreux historiens. Pour les historiens qui remettent en cause l'authenticité des chroniques russes, Riurik a pu tout simplement conquérir les différentes villes et s'autoproclamer prince sans le consentement des chefs slaves. De même, sans remettre en cause l'ensemble des chroniques, certains historiens estiment que la chronique de Nestor, compilée en 1111, a pu présenter la conquête de Riurik comme la réponse à un appel afin d'effacer l'humiliation de la défaite. Fortement politisée, l'approche des historiens de l'Allemagne nazie, qui présentaient l'appel de Riurik au pouvoir comme une preuve évidente de l'incapacité des Slaves à se diriger seuls et à accepter la domination germanique, a provoqué une réaction des historiens soviétiques, qui remettaient en cause l'existence même de Riurik, ou le présentaient comme un chef slave issu d'une assemblée se basant sur le fait qu'aucun pays de l'époque n'accepterait un chef de langue, de culture et de religion différentes à sa tête. Cependant, cette contre-théorie russe est invalidée par le fait que les Slaves du Nord et les Varegs de l'Est avaient de forts liens culturels, notamment au niveau de la religion, dont plusieurs dieux similaires comme Thor et Perun, ainsi qu'au niveau culturel, les Varegs servant souvent comme mercenaires dans les terres slaves, et beaucoup étaient payés en terre et finissaient par s'y sédentariser et se slaviser. De même, alors que les Varegs utilisent régulièrement le réseau fluvial slave pour joindre Constantinople, il n'est fait nulle part mention du fait qu'ils aient eu une incompréhension linguistique. Et, par ailleurs, les Slaves du Nord utilisaient probablement un alphabet proche de l'alphabet runique scandinave. Notons que l'alphabet cyrillique ne sera inventé qu'après 886 par le premier évêque bulgare Clément d'Oride, disciple de Cyril et Méthode, à partir de l'alphabet grec et de l'alphabet glacolytique, le plus ancien alphabet slave, inventé par les frères Cyril et Méthode. Ces faits invalident également les théories nazies qui présentent un Riurik allemand ou fortement germanisé. Les dates de son arrivée au pouvoir varient également selon les sources, entre 852 et 875. Pour plus de clarté, dans le narratif, nous optons ici pour l'année 862. Une fois installé au pouvoir à Novgorod, Izborg et Ladoga, Riurik entreprend d'unifier la Russie du Nord et de l'Est. Il s'empare de Mourom, de Polotsk et de Rostov, ainsi que d'autres villes moins importantes. Bien qu'il ne soit pas sûr qu'il en soit à l'origine, une réforme débute dans l'ensemble des villes slaves qui évoluent d'une société tribale vers une société féodale. Les chefs de clan ne règnent plus uniquement sur leur famille, mais s'entourent de droujina, nobles vassaux servant de cavalerie lourde sur les champs de bataille. Sous l'influence des Varegs, une révolution technologique a également lieu, comme en navigation, la création de l'Adias, des navires similaires aux dracars. Un mot sur la route commerciale des Varegs aux Grecs. La route fut probablement établie dès les premiers établissements Varegs en terre de Novgorod. Les explorateurs Varegs, vivant de piraterie, étaient à la recherche de butin et d'esclaves. La route gagna en importance du Xe au premier tiers du XIe siècle alors qu'elle était utilisée concurremment à la route commerciale de la Volga. Elle devint la principale route commerciale une fois que les Russes de Kiev eurent soumis les Khazars et eurent conquis la capitale Itil en 969, et que la route de la Volga dut être abandonnée en raison de la fermeture des mines d'argent du califat abbasside entre 965 et 1015.
Riourik serait mort en 879 à Novgorod, où son corps est brûlé selon les rites païens. En laissant au pouvoir son fils Igor, âgé de 9 ans, sous la tutelle du régent Oleg qui achève l'unification de la Russe de Kiev. Le débat autour de Riourik est largement supérieur aux faits accomplis par le personnage. Oublié par l'histoire pendant assez longtemps, il redevient un symbole en Moscovie où il est considéré comme un visionnaire qui tenta d'unifier la Russie avant l'heure, ce qui le hisse au panthéon de dirigeants ayant les mêmes objectifs comme Ivan III, qui régna entre 1440 et 1505. Arrivé au pouvoir à une époque où le système slave est en train d'évoluer pour devenir la puissance majeure que sera la Russe de Kiev, il en récolte les bénéfices, alors que son implication est toujours débattue par les historiens. Cependant, qu'il ait été un réformateur de génie, un visionnaire ou un simple opportuniste, il est un symbole majeur de la Russie ancienne.